Sur le dispositif lire et dire le théâtre en famille, donc on a eu une première session en juillet qui était pour le coup vraiment en famille, donc avec des personnes de tous âges. L'idée étant donc que moi j'arrive avec plusieurs textes et le groupe va choisir quel texte. Donc j'arrive avec 2 ou 3 textes, on les lit ensemble, on les découvre et ensuite on a 6 heures, donc c'est assez court, pour décider du texte. Et ensuite on a 6 heures, donc c'est assez court, pour décider du texte. Et ensuite le mettre en lecture, le travailler, jusqu'à ensuite pouvoir faire une restitution donc devant un public. Dans cette idée de pouvoir partager le théâtre, que ce soit pas juste quelque chose qu'il y a des professionnels qui font sur une scène et puis des gens qui les écoutent, mais de se dire que les textes contemporains, ils sont vivants et qu'on peut s'en emparer, on peut les lire, ils sont accessibles, ils existent quoi aussi. Voilà, simplement. Très bien. Et donc pour cette deuxième session, on a préparé 3 lectures au total. La première, ça va être Rapide et Furieuse, qui est un texte que j'ai coécrit avec Romane Nicolas. Pour le dispositif Lire et dire le théâtre en famille, ça a été inventé par l'association Scène à partager, qui est gérée par Sandrine Gratalou, et qui du coup fait ce dispositif-là avec beaucoup de familles différentes un peu partout en France. Donc il y en a en Ile-de-France, il y en a à Bordeaux je crois, maintenant dans le Jura, à Lyon, dans le sud aussi, et voilà, donc ça se dissémine un peu partout en France avec des groupes plus ou moins, enfin, de taille variable. Voilà, Rapide et Furieuse. Ok, imaginez, nous sommes au-dessus du Haut-Jura, après Lons, la côte de l'Euté, après Champagnole, Bourg-Saint-Cyreau, la Billaude, le Pic de l'Aigle, et s'étalagent les forêts de sapins du Joux-de-Vent et du Mont-Noir qui se déploient comme une carte IGN géante et toute froissée. C'est en mars. Le Joran s'engouffre dans le fond des vallées et refroidit tout chaud les Crotenay et transporte une douce odeur de morbier. Les nuages étendent leur ombre très vite dans les pentes, comme si on avait renversé une tasse de café géante sur l'ensemble cartographique. Les lacs défilent tricolores. Et en tout petit, une camionnette de type Citroën C15 serpente sur la route, serpentueux et à 150, sans klaxonner dans les virages. Les bas-côtés enneigés, passant l'envers du pic des Trois Commères, la C15 manque de tomber dans le vide à plusieurs reprises. Dans l'estafette, fuyant mauvais direction la Suisse à toute allure, 3 gonzesses, un bébé et plusieurs milliers de cris de poule. Cris de poule! Cris de poule! Cris de poule! Nous sommes les poules pondeuses. Entassées à l'arrière de la C15 avec toutes les autres poules, j'entends les pneus crisser. Et nous, les poules, qu'on dit « Il fait noir! Il fait noir! Il fait noir! Gueule !» Elle, c'est Mamie Ferréoline, la femme du maître poulier, le super vieux qui possède l'exploitation, le super vieux, l'exploiteur de poules pondeuses. Il fait noir! Il fait noir! Avec elle, dans la C15, Étiennette et leur fille. Et Michon, la stagiste, qui tient dans ses bras Jacquemart, le fils d'Étiennette. Et aujourd'hui qu'elle s'enfuit de l'exploitation, après avoir chapardé le millier de poules pondeuses de leur biteux de mari, slash, père slash, grand-père slash, contre-mère slash, patron, direction la Suisse pour fonder leur propre exploitation de poules pondeuses. Elle fuit donc leur ancienne entreprise qui se situait à Morée. Morée! 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 Et alors? Toujours Morée! L'air sent le pneu cramé. Sapin! 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 Les regards déterminés à tout reconstruire. Bébé! Bébé! Les poules sardines piaillent. Maman! Bébé crie! Klaxonne dans les virages! Ne dis pas comment conduire! L'empire du super vieux, leur patron, s'apprête à s'effondrer. Stress! Stress! Elles vont fonder leur nouvelle entreprise à elles seules. Pourquoi qu'on n'a pas tué le vieux plutôt que de se barrer avec les poules? Ta gueule, Michon! Qu'on vient de partir, c'est pas le moment de douter. Si on le crève, tous ces gardes vont nous pourchasser. Sans parler des autres exploitations de la région qui vont nous truster. Beaucoup bébé, beaucoup cri. Alors il faut quitter Morée. Pas Morée! Pas Morée! Pas Morée! Enfin,
France en Suisse. Qu'on oublie le super vieux. On se libère, qu'on travaillera plus jamais. On monte une nouvelle société d'exploitation des poules pondeuses. Petite maison, petite maison. Que ça serait une société de recyclage de vieilles poules pondeuses. Qu'on sauve de l'abattage parce qu'elles ne sont plus efficaces productionnellement parlant. Production, production, éco-poules. Livraison à domicile de poules orphelines. Ça mange les déchets, puis ça pond encore. Alors, c'est simultanément écologique et local. Et puis ça fait diminuer la souffrance animale dans le monde. Et puis, après avoir inondé la Suisse des poules jurassiennes rescapées, on pourra ouvrir une filiale, Éco-Poules Tiers-Monde, pour faire diminuer la souffrance de la faim dans le monde et en même temps que la souffrance animale. Une poule achetée, une poule offerte. T'as un enfant qui meurt de faim dans un pays où les enfants meurent de la faim. Stress. Non mais attendez, quand on n'a pas les moyens d'offrir des poules aux enfants qui meurent de faim, vous imaginez les coûts de fret? C'est une stratégie, Féréoline, du branding, ça s'appelle, que c'est de raconter des histoires pour faire acheter des poules aux gens. Ouais, mais si l'histoire, c'est qu'on quitte l'Empire Poule pour fonder un nouvel Empire Poule, où qu'on fait aucun profit et où qu'on est exploitationné tout pareil, sauf qu'au lieu d'être exploité par le patron, on est exploitationné par des idées, ben c'est pas intéressant du tout comme histoire. Exploitation, exploitation. Ah oui, c'est tout pareil. Sauf que les idées, c'est plus dur de leur couper la tête. Mais non, c'est l'histoire qu'on raconte, ça. Le but, c'est de faire beaucoup de fric avec des vieilles poules. Les morts de la faim, on s'en fout. C'est un argument commercial. Ah ouais, pour que les gens, ils achètent des vieilles poules chères au lieu d'acheter d'autres poules plus chères et moins chères. Que oui, on exploitationne les poules tout pareil, et quand on en aura assez de bénéfices annuels, on en envoie des poules dans les pays des morts la faim, et comme ça, les gens, ils ont des photos preuves, et comme ça, il y aura moins d'enfants morts de la faim, et nous, on vend plus de poules plus chères. C'est gagnant-gagnant. Fin, très fin. Brillant, la stagiste. Export international, reconnaissance mondiale. Qu'avec ça, on va conquérir toute l'Europe. Pendant que Féréoline et Étiennette développaient un business plan sur 5 ans pour éradiquer la souffrance animale, tout en bâtissant un empire économique mondial, Michon cogitait en grommelant de son côté. Ça sent le morbier, cette affaire. Si on invente une nouvelle société, c'est la vieille qui pourra devenir super vieille. Puis on sera tous aussi exploitationnés par elle. Faut un plan. Je liquide les deux autres, je ramène les poules, je dis que c'était pour les prendre sur le fait. Le super vieux va être super fier. Je deviens son bras droit, je rebrandingue l'Empire Poule pour que ça soit un empire encore plus impérial. Dans 5 ans, son cancer l'achève, et sur son lit de mort, les yeux baignés de larmes, il me dit que je suis la fille qu'il a toujours rêvé d'avoir, et j'hérite de l'Empire. Et là, je règne sur l'Empire Poule. Plus rien à faire, à part terroriser. Attends. Alors revient à elle le spectre de son patron, le super vieux, même s'il n'est pas encore mort. Michon, tu ne seras jamais l'empereur de l'Empire Poule, la stagiste. Et tu sais pourquoi? Parce que t'as pas de bite. Pas de bite, pas de terreur. Pas de terreur, pas d'empire. C'est pas contre toi, hein. Maintenant, apporte-moi mes cachets. Merde, il va jamais me lâcher l'Empire Poule. Alors qu'un drift mal placé manque de les balancer dans le précipice avec leur cargaison poulaillère, Féréoline se réveille de son micro-sommeil presque mortel et hurle. Quel gamin! Stress, stress, beaucoup de stress. Quoi, le gamin? C'est le gamin le problème. Comment ça, le gamin? Il a une bite. Une bite? Le coq. Mais qu'il a rien fait. C'est sûr qu'il va tenter de devenir le nouveau super vieux. Mais pas du tout. Et de prendre le contrôle de la nouvelle société qu'on va fonder. Il sait même pas parler. Oh putain, la vieille a raison. Ta gueule, la stagiste. Hein? Stressé, stressé. C'est un biteux.
faut pas tortiller, il est comme les autres. Mais il a que 9 mois. Moi, ça grandit ces trucs-là. Il est gentil. Il fait le gentil, là, maintenant. Mais tout ça, c'est pour t'amadouer, te faire baisser ta garde. Il est bien patient comme il faut, mais dès qu'il aura pigé qu'il est un biteux, alors il va en profiter pour tout prendre en contrôle. Non, mais on mettra en place des règles. T'as rien compris, Étiennette, ou quoi? C'est pas pour rien qu'on n'a jamais vu une société dirigée par des châteuses. Mais si on essaie de créer une nouvelle... Encore pire, avec une nouvelle forme, on pourra même pas prévoir en avançant le biais qu'il emploiera pour nous la mettre à l'envers et tout contrôler. Maman, qu'il suffit qu'on l'éduque comme qu'il. Si le problème c'est qu'il soit biteux, on n'a qu'à lui la Quoi? Ben oui. Bah, lui couper quoi? Bah ça bite. Mais ça va pas. Si on lui coupe et qu'il est plus biteux, si qu'il est plus biteux, qu'il est plus dangereux pour notre société. Qu'elle est pas conne, la stagiste. Ah, ça suffit, vous allez quand même pas. Merde. Le membre fantôme. Quoi? Ça changera rien. Si on lui coupe l'organe, qu'il va savoir un membre fantôme, et ce sera toujours un biteux. Mais un biteux fantôme. C'est les mêmes. Bon, allez, ça suffit, pas le choix. Non, maman. Prochain embranchement, qu'on tourne pour la scierie, qu'on le balance dans la machine à copeaux de bois. Non. Pas virage, pas virage. On vit pour la famille, on tue pour la famille. Mais il est de la famille. La société avant tout. Qu'elle hurle la mamie Féréoline avant d'embarder vers la scierie à copeaux de bois. Étiennette se jette sur mamie pour obtenir le volant. Le camion se remet sur la voie principale, direction Suisse, alors que Michon, la stagiste, agite les bras sans savoir quoi faire. Je sais pas quoi faire. Secousse, stress. Donne-moi ça. Pas question. Stress, petite voiture. Bébé Jacquemart agite son braquemar pour signifier son désaccord. Désaccord. Oh! Le combat est féroce. Mémé étrangle Étiennette, qui a coincé la tête de Michon dans la vitre à manivelle, alors que Michon donne des coups de pied dans Mémé, tout en essayant de déverrouiller la porte de la C15, alors que le bébé Jacquemart mord jusqu'à l'os dans le cou d'Étiennette. Crève, salope. Un pied de Michon envoie le bébé voler à travers l'habitacle. Il ricoche sur le pare-brise et frappe le crâne de Mémé avant de tomber sur l'accélérateur. Secousse, stress. Mémé manque de s'évanouir. La C15 fait une embardée. Tout le monde crie. Sortie de route à 220 dans les sapins. Parmi le son des poules, la C15 fonce vers la scierie où la machine à copeaux de bois destinée à bébé Jacquemart attend son repas dans un bruit de scie circulaire affamé. Conservatoire. Étiennette arrache le volant d'un coup sec et remet le camion sur la voie goudronnée dans une explosion de plumes. La chaude fond droit devant. Mais l'embardée a fait décoller bébé Jacquemart de l'accélérateur et l'a projeté au ralenti dans l'habitacle. Sa masse de bébé touche la très fragile barrette métallique séparant l'habitacle du coffre, rempli du million de poules pondeuses. Bébé, faim. La très fragile barrette métallique se brise et voilà que surgissent toutes les poules. Or, voici ce qui se passe juste avant, dans le coffre, où les poules affamées et comprimées comme des sardines dialoguent. Beaucoup stress. Trop secoué. Poulet trop secoué, stressé. Poulet stressé, agressif. Avant, petite maison, beaucoup de travail, beaucoup stress. Maintenant, petite voiture, beaucoup virage, beaucoup stress. Beaucoup faim. Sang, vengeance, manger humain. Picoré. Alors d'un seul coup, toutes les poules jaillissent du coffre par la brèche ouverte par la masse de bébé Jacquemart et envahissent tout le cockpit de la C15. Le picorage est terrible. Les unes se jettent sur les yeux de Féréoline, les autres arrachent les mains de la stagiste qui les agite toujours autant et qui sait encore moins faire qu'avant. Et Étiennette hurle en se retournant pour prendre son bébé. Un groupe de poules s'en est emparé. Elles le picorent autant qu'elles peuvent alors que la C15 traverse l'espace entre les sapins qu'elle dénude de sa vitesse.
Les terribles poules se dirigent sur Étiennette elle-même, le bec dégoulinant de sang et tentant de la picorer. Elles s'aperçoivent qu'elle est beaucoup trop coriace, qu'il n'y a rien à en tirer. Elle jette alors son corps sur le bas-côté et pousse les restes sans vie de la vieille sur le siège passager. Une escouade de poules prend le contrôle du véhicule. 2 poules se saisissent du volant et s'engagent sur la voie de détresse pour y faire demi-tour. Une poule se pose sur l'embrayage alors que l'autre sautille entre le frein et l'accélérateur. Une 5e poule s'empare du levier de vitesse et les poules rebelles retournent sur la route des Rousses, filant à toute allure entre les versants de la montagne. Et la légende dit qu'elle roule toujours. Alors, que vous suggère et vous suscite cette histoire jurassienne, vous l'avez remarqué. Alors comment ça se fait que c'est une histoire jurassienne? Alors, c'était une commande, du coup, en coécriture, donc toujours avec Romane, Nicolas qui n'est pas là aujourd'hui, mais on est 2 à avoir écrit ce road trip de poules. Et donc c'était une commande des Scènes du Jura, donc à Lons-le-Saunier, où on a rencontré plusieurs groupes d'habitantes, donc que de femmes qui vivent dans le Jura, qui avaient toutes des parcours de vie extrêmement difficiles. Donc on a rencontré un groupe de femmes qui étaient en demande d'asile, en attente donc de la validation, qui avaient chacune des histoires très douloureuses qu'elles partageaient avec nous, et un groupe de femmes en réinsertion à Dole, qui aussi nous ont partagé beaucoup de choses, et ces histoires étaient extrêmement riches. Très forte, mais la commande était d'écrire un texte de 10 minutes. Et donc on s'est retrouvé avec Romane avec ces histoires magnifiques, on aurait pu écrire une pièce d'1 heure et demie sur chacune des histoires, et on s'est dit, si on essaye de rendre hommage en racontant leurs histoires, en 10 minutes on n'y arrivera pas, ça ne sera pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on garde de ces rencontres? Et donc il y avait leur force, leur humour qui est extraordinaire, qui nous ont vraiment, elles nous ont beaucoup fait rire tout en racontant des choses vraiment terribles. Et cette résilience, cette envie de lutter, et ce rapport au collectif, aux femmes qu'elles avaient rencontrées et aux personnes qui les avaient aidées, quoi. Et donc on s'est dit que on allait prendre donc plusieurs éléments des histoires. Donc il y avait une histoire de poule dedans, il y avait une histoire de road trip, il y avait une histoire de patron. Enfin voilà, on a pris un peu dans chaque des personnages qui existaient dans leurs histoires finalement, qu'on a recomposé pour faire cette histoire de poule. Voilà. Est-ce que tu restes? Voilà. Alors, ça vous a intéressé? Moi, C'est rigolo. j'ai adoré. T'as adoré? Moi aussi. Bon. Vous n'avez pas eu peur? Un petit peu, oui. Les poules sont terribles, près des poules. Nous aussi, on a eu peur. Vous allez vous méfier des poules maintenant. Ouais. Et du coup, c'est une résidence que qui était à l'habitation des Scènes du Jura. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? Du coup, on était invités, on était un groupe de 8 auteurs. Donc nous, il y avait une partie qui était ma promotion. J'ai fait l'ENSAP, c'est une école de théâtre qui est à Lyon, où il y a plusieurs formations, dont une formation d'écriture. Et donc il y avait notre groupe d'étudiants encore, et un groupe d'auteurs et d'autrices qui étaient un peu plus âgés, qui avaient fait l'ENSAP aussi, mais plusieurs années auparavant. Et donc la commande, c'était qu'on venait écrire, on avait 3 semaines au total, donc en deux fois une semaine et demie, pour écrire en binôme, suite à des rencontres. Et ensuite, il y avait une lecture donc, qui a eu lieu à Lons-le-Saunier dans le théâtre. Par Et alors, qui sont les gens que vous avez rencontrés à Morée? Du coup, à Morée, je disais, c'était un groupe de 3 femmes demandeuses d'asile, ouais, c'était ça. Voilà. Et sur cette écriture, alors cette écriture que tu nous proposes là, comment tu la décrirais, comment tu la parlerais, qu'est-ce que tu cherches quand tu écris? Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? Ce que je cherche, moi je pense que vous allez voir dans les textes qui suivent aussi. Je m'intéresse beaucoup à la question de la violence, notamment, et la manière dont elle traverse les corps. Donc il y a à la fois la violence dont on est victime, mais aussi celle, une fois qu'on a été victime de violence, très souvent on va la reproduire d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est cette espèce de chose qui traverse les corps, qui traverse le langage, qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture de manière générale, dans différents textes. Et donc là sur ces collaborations, ça donne des choses un peu différentes en termes de langue que ce que je peux travailler d'habitude.
Parce qu'on essaye de chercher du coup avec les... Parce que le texte d'après, enfin, de la fin, Grenouille, a aussi été coécrit. Donc c'est un type de travail qui m'intéresse beaucoup, moi, de la coécriture. Et ce qui est toujours passionnant et difficile, c'est de trouver un territoire commun pour écrire, qui soit ni le mien, ni celui de la personne avec qui j'écris, mais qui soit une sorte de troisième endroit, de troisième lieu, où on puisse développer une écriture qui est la nôtre, quoi, qui est celle du binôme d'écriture et qui n'est pas ni l'une ni l'autre. Et donc là, dans les poules, j'ai l'impression qu'il y a cette chose de rythmique effrénée, qu'on a travaillé beaucoup avec Romane. Il y a tout ce travail sur notamment des consonnes qui sont rajoutées ou des sons en plus qu'on n'a pas qui permettent de réentendre des fois certains mots, et aussi d'amener cette chose un peu du road trip parce qu'on on a les moyens du théâtre, c'est-à-dire globalement la parole, surtout, des corps éventuellement, mais donc c'est fait pour être une forme assez légère, on n'a pas une voiture, un road trip, enfin, c'est pas un film quoi, et du coup il y a cette chose de comment est-ce qu'on fait en sorte que le langage nous embarque dans une aventure très rythmée et un peu dangereuse quoi. Et donc il y a ce travail-là aussi qu'on essaye de faire. C'était très bien rendu justement au niveau du rythme, j'ai trouvé que vous l'avez vraiment rendu et j'avais l'impression d'entendre le camion rouler. C'était... Oui. Et cette violence qui était acceptée parce qu'il y avait beaucoup d'humour. Parce que sinon c'était très fort. Oui, tout à fait. Oui, ce dont on parlait tout à l'heure, la distance. Voilà. Toujours les auteurs aujourd'hui savent intégrer de la distance dans ce qu'ils veulent raconter. Oui, on en parlait un peu hier, je crois. De la manière aussi dont le rire peut rendre supportable la vie. C'est ça. C'est ça. La vie dans les choses, c'est qu'il y a... Il y a ces choses extrêmement violentes qu'on voit arriver, qui nous arrivent, etc., qui arrivent au monde aussi, à notre planète. Et il y a cette histoire de l'humour, le langage, l'imaginaire qui nous permettent un peu d'essayer d'extrapoler, de partir de ça, d'essayer d'inventer d'autres formes, d'autres manières de parler, de penser. Tout en disant des choses importantes sur... c'est encore une sorte de domination, tu parles beaucoup de domination dans tes histoires. Critique de la domination des uns sur les autres, des hommes sur les femmes, des patrons sur les employés, et aussi. Tout à fait. Est-ce que vous observez des éléments autobiographiques dans vos livres ou pas du tout? Surtout pour les poules, non? Je m'identifie assez. Là, autobiographique assez peu, quelque part. Enfin, après, on a tous, je pense, des expériences de travail qui peuvent s'être assez mal passées, donc quelque part, il y a des choses, bien sûr, qui peuvent nous marquer ou tout ça. Qui nous traversent et qui restent un peu. Là, on est parti quand même beaucoup de nos imaginaires, qui sont bien sûr marqués par nos vies aussi, et de ces rencontres avec ces femmes-là. Sur Grenouille, il y a des éléments, donc le texte qu'on entendra à la fin, qui sont étrangement biographiques. Enfin, je veux dire biographiques à des endroits très 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 différents, où il y a des petits éléments d'imaginaire, de trucs sensoriels, qu'on va piocher un peu dans nos vies, mais qui au final donnent des choses très très différentes. Et il y a un texte qu'on ne lit pas aujourd'hui parce qu'il fallait choisir des choses, qui a un peu plus de base autofictionnelle, je dirais, c'est-à-dire que ça part un peu de choses personnelles, mais ça pour raconter une histoire qui n'est pas forcément la mienne, qui est une histoire de beaucoup de femmes. Comment vous, quand on écrit à deux, vous échappez au plus petit dominateur commun pour créer un univers qui tient... qui tient la route, qui tient le récit, qui tient... ça me... C'est assez difficile, c'est un peu la cageur. Tout à fait, c'est la chose qu'on essaye vraiment surtout de ne pas faire. Et je pense qu'il y a des fois, surtout sur le travail de langue, où on peut tomber un petit peu dedans. Soit où il y en a une qui va justement, enfin une des deux autrices en l'occurrence, c'est que des femmes avec lesquelles je travaillais, qui a une expression peut-être plus marquée, et du coup on a fait un travail, au départ on partait peut-être plus du style de Romane, qui est donc un peu plus âgée que moi, qui avait plus d'expérience, et donc j'ai mis quelques jours moi à me dire en fait non, là on est en train d'écrire ton texte, je suis en train de t'aider à écrire ton texte, c'est pas ça qu'on peut faire, c'était pas ça l'histoire, on coécrit, donc comment est-ce qu'on fait pour sortir un peu de ça et trouver une langue qui soit la nôtre à deux. Ça passe beaucoup par réécrire, retravailler, et se dire on se laisse quand même la place, donc avec mes deux co-autrices, d'écrire chacune de notre côté. Donc on va se faire un plan quelque part, se dire il se passe ça, puis ci, puis ça dans l'histoire. On essaye d'avoir, mettons, les 3 premières scènes. Et donc la première scène, tu l'écris pendant que moi j'écris la deuxième. Donc on est chacune dans notre coin et on va essayer du coup de piocher dans nos imaginaires, notre langue. Et donc il y a déjà notre patte, notre style qui va arriver un peu à ce moment-là. Et ensuite on les change.
Et donc on va retravailler à partir d'un style qui n'est pas le nôtre. Donc forcément, on va essayer de travailler à pas effacer le style de l'autre, mais à rajouter quelque chose ou à le modifier un peu, mais sans dire bah attends, je refais à ma sauce à moi. C'est pas l'idée, c'est de dire ok, comment est-ce que je peux enrichir encore la sauce de l'autre finalement, et de faire un truc qui soit pas justement qui soit pas une moyenne un peu tiède des deux, mais qui soit encore une autre forme. Parce qu'on essaye